me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Effectivement, je vais vous parler des stratégies d'adaptation. En fait, ce que je vais vous mentionner, en gros, mon objectif, c'est de juste permettre d'avoir une meilleure connaissance de nos automatismes, parce que des stratégies d'adaptation, vous allez voir ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est pas des choses qui sont inconnues, mais c'est bien des choses qu'on fait de façon générale, mais qu'on n'en est pas toujours très conscient. Puis aussi, c'est de vous donner peut-être des petits clins d'œil sur comment on peut aider les enfants aussi à augmenter les stratégies d'adaptation, puisque je vous dirais que mon expertise se situe beaucoup plus au niveau de comment promouvoir la santé mentale auprès des enfants au primaire, comme Isaline l'a bien mentionné. Ce que j'ai prévu au menu, en fait, c'est une petite activité sur vos stratégies d'adaptation. Évidemment, je suis super contente de voir que nous sommes plusieurs à participer à ce webinaire. Je n'aurai pas l'occasion de pouvoir prendre toutes vos réponses, mais peut-être quelques-unes lorsque je parlerai de la petite situation en question. Faire un survol aussi sur le concept des stratégies d'adaptation et sur quoi on s'appuie. Présenter d'ailleurs 2 programmes dont le CRIS déploie à travers le Canada. Je vais vous faire un clin d'œil là-dessus. Et dernier petit point, comment on peut aider nos enfants à la maison, même au travail ou à l'extérieur. Comment les aider justement là, à mettre en place des stratégies ou les conscientiser qu'ils en ont pour les mettre en place. Alors, c'est quoi ça, des stratégies d'adaptation? Hein? Il y a plusieurs, je vous dirais plusieurs définitions, mais celle-là celle qui revient le plus, ce sont finalement les différents moyens ou les solutions qu'on va utiliser pour s'aider à se sentir mieux ou encore de comment gérer ou composer avec une situation qui est nouvelle et difficile. Parce que même les situations nouvelles peuvent nous occasionner beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse, surtout quand on fait face, par exemple, à un nouvel emploi. Pour vous donner un peu un clin d'œil là-dessus, il y a plusieurs choses dans notre vie, un peu ce que tu as souligné un peu tout à l'heure, Isaline, qui vont générer, par exemple, un stress qu'on va devoir utiliser des stratégies. Et puis, ces facteurs-là de stress, ça peut être soi-même, dépendant où on est, par exemple, un étudiant aux études, là, il est stressé parce qu'il n'a peut-être pas bien réussi un examen ou des choses du genre. Quelles sont les stratégies qu'il va devoir mettre en place pour plus tard? Ça peut être aussi au niveau du travail, dont Nathalie va avoir l'occasion de nous en parler longuement. Famille et amis aussi, on se rend compte des fois, avec nos amis, on peut avoir des conflits, on peut avoir des perceptions, des choses qui vont faire en sorte que ça va nous donner un stress puis qu'on va devoir mettre des stratégies. Puis aussi, évidemment, le milieu socio-culturel. Donc là, moi, ce que j'avais envie de vous demander, ni plus ni moins, c'est, selon vous, quels sont les facteurs ou des événements qui peuvent dépasser nos moyens? Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui veulent y répondre. Sinon, j'ai quand même quelques réponses que je pourrais partager avec vous. Alors, si jamais quelques participants peuvent écrire des réponses, on a les facteurs organisationnels. Oui, oui, effectivement, c'en est un. Est-ce qu'il y a une autre petite réponse? Un accident, deuil. Oui, tout à fait. C'est des très, très bons points. J'en ai quelques-unes que j'aimerais vous parler, dont, entre autres, le stress du travail, ce qui a été soulevé. Il y a aussi la déception amoureuse. Hein? Quand on vit déception amoureuse, il faut en mettre des stratégies en place pour composer avec ça. Entre autres, un nouvel emploi aussi, ça paraît pas, mais c'est très anxiogène. Hein? On se sent un peu imposteur quand on rentre dans un nouvel emploi. Il y a aussi le mariage. Il y en a qui trouvent ça très excitant d'organiser un mariage, mais ça peut être très anxiogène aussi. Les conflits, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Apprendre à conduire une voiture, ça paraît un peu banal, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, les premières fois que vous vous êtes retrouvés dans une voiture, et mon Dieu, que là, il fallait en mettre des stratégies pour pas être trop, moi je pourrais dire, nerveux au volant, nerveuse. Donc, pour mettre ça un peu en contexte, ce que je souhaitais faire, c'est de vous proposer une mise en situation, puis on va prendre quelques réponses, mais je vais vous demander, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on vient juste de passer le temps des fêtes. Puis imaginez-vous que vous avez reçu votre belle famille et puis que vous avez bien préparé la maison, vous l'avez toute décorée, vous avez cuisiné pendant presque une semaine, vos conjoints vous ont aidé à nettoyer la maison, que ça soit vraiment impeccable. Puis là, vos invités arrivent, votre belle-mère, mon oncle, les enfants et tout ça arrive. Ça va super bien, on s'assoit, on prend un apéro, tout le monde est heureux.
Et puis là, vous allez dans la cuisine pour préparer les assiettes pour que tout le monde puisse bien manger. Alors, vous les invitez à la salle à manger. Et puis là, vous commencez à servir. Vous servez votre belle-mère en premier. Elle reçoit l'assiette. Puis tout d'un coup, vous entendez, ouais, les pommes de terre sont frettes. Là, après ça, vous servez une autre assiette au neveu, que lui, le neveu, il dit qu'il est tanné de manger de la dinde. Là, après ça, vous entendez le mononcle qui commence à se plaindre parce qu'il a pas assez de vin. Vous êtes dans la cuisine et vous entendez tout ça. Qu'est-ce que ça évoque en vous au niveau des émotions? Puis qu'est-ce que vous feriez dans cette situation-là? On va prendre quelques réponses. Après ça, je vais partager des réponses avec vous. Quelle stratégie metteriez-vous en place? Déception, oui, effectivement. Pression, tout à fait. Mais que feriez-vous avec ce stress-là de pression et de... Contentement. Oui. Mais on met quelle stratégie en place selon vous? Moi, je peux vous dire d'emblée, là... La musique pour ne pas entendre. Oui, c'est bon. Demander de l'aide. C'est bon. Merci les commentaires. Oui, c'est bon. Me forcer à ne pas tous les envoyer se promener. Mettre un peu d'humour. C'est vrai. L'humour, oui, c'est très bien. Mais je vais partager quelques stratégies, parce que ce n'est pas la première fois que je parle de cette histoire, avec plusieurs des enseignants et des professionnels dans le milieu scolaire que j'ai l'occasion de former. Et puis, c'est un peu un rapport de quelques stratégies, dont un, c'était de demander de l'aide. Une autre, c'était de manger un gros morceau de gâteau dans la cuisine. Ne plus inviter la belle famille dans le futur. Ne rien dire. Et souvent, hein, on dit, oh, ne rien dire, c'est pas bon parce qu'on intériorise. Non, mais des fois, ça peut juste faire du bien de passer à travers le stress plutôt que justement peut-être avoir une chicane, pleurer, frapper un oreiller, frapper le chien. Là, je sais que ça peut faire réagir des gens, mais je vais y revenir là-dessus tout à l'heure. Crier après quelqu'un, ça aussi. Parler à un ami, bouder, se saouler, aller se coucher. Bon, ça, c'est peut-être un peu intense, mais quand même. Se disputer avec notre conjoint ou conjointe, ce qui n'est pas inhabituel après. Faire des blagues. Je veux juste m'assurer, est-ce qu'il y en a un autre? C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on voit, par exemple? Avant de commencer à rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'on peut observer avec ce qui a été mentionné parmi nos réponses et ce qu'on observe ici, ce qui a été énoncé? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Beaucoup de réactions différentes. Oui, tout à fait. Stratégie plus ou moins fonctionnelle. Oui, je vais y retoucher là-dessus dans quelques minutes, mais effectivement, hein, ce qui a été soulevé, c'est la différence. Bien, la différence, elle, souvent, elle vient par rapport à nos expériences personnelles et aussi nos personnalités. Hein, je veux dire, moi, j'ai une personnalité assez exubérante, donc j'aurais tendance peut-être à faire soit des blagues ou même confronter les gens. C'est pas en soi des mauvaises stratégies, mais ça dépend chacun de nos expériences et aussi, surtout, notre personnalité. Puis un autre élément aussi qui est très important qu'il faut se souvenir, il y a le contexte aussi. Tu sais, frapper son chien, comme j'ai mentionné, ça, si je vous disais que vous allez flatter un chien puis pour vous mordre, ben votre réaction va être de pouvoir protéger. Il y a des bonnes chances que vous allez le frapper. Alors, on s'entend que dans un monde meilleur, frapper, c'est pas l'idéal, mais c'est quand même une réaction, une stratégie que vous allez mettre en place pour vous protéger. La même chose, se saouler. Je regrette, mais des peines d'amour, j'en ai déjà eu, puis c'est pas rare que je me suis retrouvée avec une bouteille de vin avec une de mes chums de filles, puis on parlait de la situation. Je ne conduisais pas la voiture là, mais quand même, ce moment-là, ça m'avait fait du bien, ça l'avait apaisé un peu la douleur et le stress d'avoir une peine d'amour. Alors, toutes ces stratégies-là, en fait, c'est ce que l'on fait pour améliorer une situation ou pour se sentir mieux dans une situation stressante, nouvelle et difficile. Alors, tout ce qu'on vient juste d'énumérer là, évidemment, contexte, expérience et notre personnalité vont faire en sorte qu'on va s'aider, on va faire quelque chose pour mieux se sentir. Mais ce qui est important aussi, puis ça devrait dans tous les cas améliorer la situation
ou nous aider à se sentir mieux, mais surtout ne pas faire de tort à personne. Mais un n'exclut pas l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines situations, on va vouloir peut-être prendre un peu de recul, diminuer un peu le stress et après ça, peut-être mettre en une action pour régler le conflit ou la situation. Alors, on peut faire un ou l'autre ou encore, on peut juste faire, on règle la situation tout de suite. Ça fait que ça dépend un petit peu, encore une fois, de nos expériences. Alors, ce qui est important à se souvenir, c'est qu'il n'existe pas une seule stratégie. Hein? Il y en a plusieurs. Alors, dans la vie, on essaie plein de stratégies pour s'adapter. Puis souvent, ben, on va prendre celle qui est la meilleure, dépendant, encore une fois, du contexte puis de nos expériences. Il y a des choses qu'on s'est rendu compte avec le temps. Maintenant, en tant qu'adulte, pour moi, ben, il y a une stratégie au niveau du conflit qui fonctionnait bien, mais qu'à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Ben là, il fallait que j'en aie d'autres pour être en mesure de composer avec cette nouvelle situation-là. Alors, ce sont quand même des choses qui sont importantes à retenir, qu'il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs. Mais pourquoi des stratégies d'adaptation? Hein? On s'entend que c'est quand même quelque chose, ça fait longtemps que c'est évalué. Il y a beaucoup de chercheurs qui se sont penchés là-dessus, le stress et le coping. C'est pas d'hier qu'on en parle. Mais je vous dirais qu'il y a un fondement théorique qui est assez intéressant sur lequel on s'est appuyé, puis je vais vous présenter nos programmes dans 2 petites secondes, sur Lazarus et Folkman. C'est des chercheurs qui se sont beaucoup penchés sur la question. Et pour eux autres, ils ont trouvé que des stratégies d'adaptation, on pouvait en avoir qui sont centrées sur agir, qui visent à améliorer une situation qu'on peut changer, et aussi centrées sur des émotions qui vont nous aider à composer avec une situation qu'on ne peut pas changer. Et pour mettre ça un peu en contexte, je vous montre leur approche théorique. C'est quand même très simplifié, je vous assure que c'est beaucoup plus élaboré que ça, mais juste pour vous donner un peu une idée, eux autres, leur conception, c'était dépendant de ta perception du stress, qui va être, par exemple, en lien avec le contrôle que tu as sur la situation, le soutien social que tu as, et ne serait-ce que juste le stress que tu es en train de vivre à ce moment-là, va faire en sorte que ça va mobiliser des stratégies d'adaptation. On va mettre des choses en place. Soit qu'on va essayer de changer la situation si on peut la changer, ou encore diminuer le stress qu'on vit parce qu'on ne peut pas changer la situation. Et tout ça, c'est pour nous aider à, d'une part, se sentir mieux si c'est un problème avec la santé, de regagner la santé, ou encore juste de s'adapter sur la situation parce qu'on n'a pas le choix pour s'adapter, ou encore, on est en mesure de pouvoir nous aider à avoir un bien-être au niveau de nos réactions émotionnelles. Et puis ça, ce qui va arriver, c'est que quand on va encore une fois faire face à une situation qui est semblable, bien là, on va avoir encore un peu de stratégie d'adaptation. Donc, ces stratégies-là vont faire en sorte que la prochaine fois, notre auto-perception de ce qui se passe sera peut-être pas aussi stressante. Elle va l'être quand même, mais peut-être pas aussi stressante. Alors, c'est pour cette raison que le CRI s'est intéressé aux populations qui ne sont pas encore aux prises avec la problématique suicidaire en déployant 2 programmes de promotion de la santé mentale qu'on appelle Passe-Passe équipé pour la vie et les Amis d'IPI. Ces 2 programmes-là s'appuient sur le fondement théorique que je viens juste de présenter. Et puis, c'est par l'entremise des activités que les enfants vont d'une part pouvoir mettre à profit les différentes stratégies qu'ils vont réaliser, qu'ils peuvent utiliser dans d'autres environnements, parce que les mises en situation, c'est pas juste à l'école que ça se passe. Ils vont apprendre les uns les autres aussi, parce que pour une mise en situation, les enfants n'auront pas les mêmes stratégies. Alors, ils vont apprendre que, ah ben tiens, Johnny, la personne qui fait ça, c'est différent d'Isabelle, puis donc, ils vont avoir plus de stratégies. Ça va aussi, le programme travaille beaucoup sur le renforcement du comportement positif. Alors, on va mettre l'accent là-dessus. Les enseignantes, on les forme pour ça, mais ils ont quand même des outils aussi pour pouvoir permettre de renforcer positivement. Puis, le point le plus important, ça a une portée universelle. Alors, on ne travaille pas sur des facteurs de risque, mais plutôt avec des facteurs de protection, un peu ce que tu disais tout à l'heure, Isaline. On va travailler avec les enfants de réaliser qu'ils ont des stratégies, puis on va les aider à les faire émerger davantage, de les conscientiser, puis après ça, de les mettre en pratique.
Donc, très rapidement, juste un clin d'œil, le programme Les Amis d'Hippie vise les enfants de 6-7 ans. C'est des histoires illustrées qui leur permettent de passer à travers les différents modules de 1 à 6, dont les programmes, c'est-à-dire les séances, sont travail en paliers successifs. Fait qu'on va partir des émotions avant de faire la communication, établir et mettre fin à des relations. On parlait de rejet avec les enfants. C'est pas quelque chose qui est souvent discuté avec eux. La résolution de conflits, on va parler aussi de l'intimidation, qu'est-ce que ça a de l'air, qu'est-ce que ça fait. Les changements et les pertes, oui, on va aborder le sujet de la mort avec les enfants. On va les aider à réaliser un peu comme je vous disais tout à l'heure au niveau des émotions qui sont centrées, c'est-à-dire des stratégies qui sont centrées sur nos émotions. On ne peut pas changer la situation, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Évidemment, le module 6, ben là, c'est un beau wrap-up sur tout ce qu'ils ont appris. Avec Passeport, s'équiper pour la vie, bien là, c'est pour les enfants un peu plus vieux. Alors, les activités sont un peu plus complexifiées et ça vise les enfants de 9 à 11 ans. Et encore une fois, vous pouvez voir, là, c'est grosso modo les mêmes thématiques, encore une fois, travailler sur des paliers successifs. Et on travaille, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau que c'est les enfants qui évaluent les stratégies d'adaptation. Bien, c'est par l'entremise des affiches très précises que les enfants, ensemble, et non pas l'enseignant ou le professionnel scolaire, qui va juger si la stratégie, elle est bonne ou pas. C'est les enfants. Alors, est-ce que ça améliore la situation? Est-ce que ça m'aide à me sentir mieux? Et surtout, est-ce que ça respecte les autres et soi-même? Soi-même étant très important. Alors, les enfants vont apprendre à travers Zippy et à travers les 2 règles avec Passeport, toujours les mêmes règles, comment trouver des stratégies qui rencontrent les 2 critères. Puis là, vous avez vu, j'ai mis un parent. Ce qui est important à réaliser, c'est que les parents, on peut aider nos enfants aussi avec l'idée des 2 règles. Entre autres, les 2 programmes proposent des activités parents-enfants et ils proposent aussi des ateliers qui permettent d'une part de présenter aux parents tout ce que le programme a à déployer puisque les enfants à laquelle ils vont participer, mais aussi des outils, comment être en mesure à la maison de pouvoir aider nos enfants à trouver des stratégies et aussi de réaliser que nous, en tant que parents, on a des stratégies puis qu'on est les modèles aussi pour nos enfants. Alors, puis en tenant compte des 2 règles, bien là, ça fait en sorte que ça vous donne un outil de plus pour aider les enfants à prendre puis de trouver des stratégies qui sont beaucoup plus positives. Donc, pour terminer, en fait, sachez que vous soyez une intervenante, un parent, que vous soyez une enseignante, nous, en tant que personnes, avons des stratégies d'adaptation, donc on est un modèle pour nos enfants. Puis ce modèle-là va aider nos enfants à augmenter leur répertoire parce qu'ils vont l'avoir vu et surtout pour les aider à relever des petits défis d'aujourd'hui pour avoir de meilleurs moyens demain. Merci.